Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, aujourd'hui, et si on lisait Les Voyages de Gulliver, écrit par Jonathan Swift. C'est notre cinquième live sur cette œuvre. Nous lirons ce soir, j'allais dire, cet après-midi, le chapitre 7 et 8 de la deuxième partie, ce qui terminera la lecture de la deuxième partie du deuxième voyage, le voyage à Brobdingnag. Si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, vous aurez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses et d'aller directement à l'endroit de la lecture qui vous intéresse. Voilà voilou, d'abord petite intro pour discuter quelques minutes avec vous. Je vais essayer de faire rapide parce que le live du jour va être relativement court. D'ailleurs, j'aurais aimé le faire plus tôt pour cette raison, parce que là, c'est vrai que ça fait une dizaine de jours que je n'ai pas live, et je reviens avec un live qui va être très court. Bref, tant pis. Pour le coup, je voulais live, enfin c'était prévu que je live la semaine dernière, mais en fait dimanche, j'ai eu l'occasion de voir mon meilleur ami, et ça faisait extrêmement longtemps, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et c'était très très cool, je vais pas vous mytho. Je me suis pris l'orage de ma vie. Genre, j'ai jamais pris une pluie, une drache sur la tronche aussi sévère de ma vie. C'était hallucinant. Bref. En plus, comme j'étais en ville, en grande ville, c'était dégueulasse. Genre, j'ai essoré mes vêtements. Ils étaient noirs. C'était dégueulasse. Bref. Mais c'était quand même une super bonne journée. Donc voilà, ce qui fait que j'ai pas fait de live depuis quelques temps. La dernière fois, j'avais fait une sorte de double impact. J'avais fait un double live, à la fois live de lecture et à la fois introspection in my head, qui a été très utile, je trouve, personnellement, parce que il m'a permis de poser les bases un petit peu et de réfléchir à ma routine, de réfléchir à mon quotidien, d'avoir un peu un nouveau regard sur tout ça et de me dire: «Ah OK», en fait, d'avoir des nouvelles perspectives. De me dire: «Ah OK, en fait, je peux faire les choses comme ci, je peux faire les choses comme ça, je peux interpréter les choses comme ci, je peux interpréter les choses comme ça», et du coup, on est sorti de ces lives, pour ceux qui ne le savent pas, l'idée de reprendre 2 lives par semaine. Alors, je dis pas que ça sera, quelque chose d'instauré et de pérennisé et cetera, mais je dis que c'est l'envie et que c'est la possibilité que j'ai envie de tenter. Donc, à partir de, ces temps-ci, je vais essayer de faire 1 à 2 lives par semaine. J'aimerais bien, voilà. On va dire ça, dans un premier temps. Dans un premier temps, on va dire si j'arrive à en faire un ou 2, c'est déjà, une petite avancée. Hem, Par exemple, cette semaine, là, on est jeudi après-midi, je vais faire un live assez court et je pense relive dimanche. Il y a des chances en tout cas. Est-ce que ce sera forcément de live de lecture? C'est plutôt ce que j'avais dans l'idée parce que, vraiment, ça m'embête de laisser une lecture de côté pendant une semaine à chaque fois. Je trouve que c'est pas ouf pour avancer dans l'histoire, pour se mettre dans l'histoire aussi. Ça fait un peu sortir, ça fait ouais, on sort de l'immersion si je peux dire. Heu, donc voilà, j'avais prévu plutôt que ce soit ça, plutôt que ce soit 2 lives de lecture par semaine. Il n'est pas exclu que si l'envie m'en prend, j'en fasse plus. Il n'est pas exclu que si l'envie m'en prend, ce ne soit pas 2 lives de lecture, mais un live de lecture, un live de gaming, un live de lecture, un live de papote, ou que sais-je encore. Voilà, je vais vraiment, faire au compte-gouttes et puis comme d'habitude, je vous tiens au courant sur Facebook, Twitter et Discord dès que je viens en live. Vous excuserez mon look, dégueulasse, notamment notamment vraiment les cheveux, gras, ça me dégoûte là, bref. Mais il fait une chaleur intense et je pense que vous le savez. Hem, je vous souhaite à tous de passer un excellent moment en ma compagnie. Santé à tous. Et du coup, coucou à ceux qui sont dans le chat. Merci d'être là Marie, merci d'être là Algo. Je le reprends, on peut dire ça. Ça fait déjà un gros mois maintenant que j'ai repris. Alors, à toute petite dose comme je le disais à l'instant, mais on va essayer de d'augmenter la dose progressivement selon les envies et les possibilités.
Hem, du coup, j'ai aussi calculé durant ce live introspectif, un peu le temps que j'avais dans ma semaine et ça m'a permis de me dire: «Ah mais j'ai sûrement plus de temps que ce que j'imagine. J'ai sûrement du temps que j'emploie de manière un peu bête, enfin pas bête, disons, non efficace et que du coup je pourrais gagner du temps sur des projets et ainsi de suite». Bref. Donc en ce moment, je suis plutôt dans une bonne vague, mais attention, au détour de, la fatigue, au détour, d'une après-midi, d'une nuit à se coucher un peu trop tard, et cetera. Ça peut vite tout bouleverser. Donc faut que je me maintienne, faut que je me tienne à carreau. D'autant que cette semaine, par exemple, j'ai un peu fait des folies. C'est très rare que je sois dépensier. Je suis plutôt très économe, je pense. Mais là, je me suis fait des petits plaisirs. Il y a un nouveau set One Piece qui sort, un nouveau set, donc d'un jeu de cartes à collectionner One Piece qui sort et je suis en train de me régaler à me sortir plein de decks, plein de boosters. Je ferai peut-être des lives par rapport à ça, je sais pas trop. J'y réfléchis, mais je sais pas trop. Même des lives juste, de parlotte pendant que je range mes cartes ou j'en sais rien, potentiellement. Hem et ouais, franchement, là, je me mets à fond là-dedans. Je me suis jamais mis à fond dans un jeu de cartes, j'y ai joué à beaucoup. J'ai joué à énormément de TCG, mais je me suis jamais mis à fond dans un TCG, donc un trading card game et là, One Piece, j'ai juste envie de prolonger le plaisir que m'a procuré cette série de mangas pendant ouais, franchement, ça doit faire 20 ans que je lis ça. Donc là, j'ai juste envie de prolonger le plaisir avec les cartes, comme j'ai terminé les tomes actuellement sortis. Et c'est un régal. D'ailleurs, je vous parlerai bientôt, je pense, de bouquins que j'ai lus en off. Ça fait quelques temps que j'ai des bouquins qui sont de côté. J'avais hésité à en faire des shorts pour YouTube, avec des citations, comme j'avais fait en fin d'année dernière, il me semble. Mais je sais pas, j'ai pas la fibre pour ça, hein. J'ai pas la fibre, je prends pas un énorme kiff à faire ça, j'ai pas envie de me poser à faire ça. J'ai pas envie de me poser à faire ça, je crois. Donc les shorts, ça sera peut-être abandonné, je sais pas trop. Et à la place, ça sera peut-être un live où je vous lis deux trois citations de deux trois livres, en même temps que je vous en donne un avis. Je pense qu'on va plutôt partir là-dessus. Bien, retournons vers ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les voyages de Gulliver. La dernière fois, on s'était arrêté à un moment assez intéressant, de l'œuvre, puisque lors du voyage à Brobdingnag, où Gulliver se retrouve être Heu, un humain normal parmi les géants, en fait, c'est ça. Hem, donc parmi les géants, eh bien, j'ai envie de dire non, un humain normal, parmi les géants, ça donne pas la juste mesure. Heu presque un lilliputien comme on aurait pu le voir dans le premier voyage, avec des géants. Donc vraiment, il est tout petit petit. Hem et bien, durant ce voyage, on a eu une discussion hyper intéressante la dernière fois, un peu plus profonde et qui montrait un peu plus le côté satire politique de l'œuvre, puisqu'il y a eu une discussion où, grosso modo, le roi lui posait plein de questions, le roi du royaume de Brobdingnag. Gulliver était super content de lui répondre et de lui parler du peuple anglais et le roi a fait plein de réflexions pour dire, un peu, le gouvernement anglais, ça a l'air nul, en fait. En gros, en très gros, pour faire plein de petites critiques comme ça, quoi. Pour dire: «Il y a des choses qui me semblent absurdes» et ainsi de suite. Hem et je pense que voilà, c'est un peu une critique, déguisée de la part de l'auteur ici, d'où le côté satire politique. D'ailleurs, j'ai lu les deux trois premières lignes du chapitre à venir. Clairement, on va continuer sur ça et on va continuer sur un jeu, en fait. Le jeu de l'auteur, qui poursuit cette satire, mais qui en même temps en rigole et cetera. Enfin, c'est très drôle à lire, je trouve. Hem et donc on va se lancer maintenant. Comme je le disais, le live du jour va être très court parce que comme on finit la deuxième partie, il n'y a plus que 2 chapitres relativement courts. Je pense qu'on en a pour, 1 heure, quelque chose comme ça, quoi. Hop.
Allons-y gaiement, je vous souhaite une bonne écoute Algo, bonne écoute Marie, bonne écoute à tous ceux dans le monde du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Merci également à Léa qui a follow la chaîne pendant que j'étais en off, il y a de cela 8 jours il me semble, bref. Merci beaucoup, à tout à l'heure pour la pause. Chapitre 7. Seul le très grand amour que je porte à la vérité m'a retenu de cacher cette partie de mes aventures. Il était inutile d'afficher mon ressentiment, qui était toujours tourné en ridicule, et je dus supporter en silence que mon noble et bien-aimé pays fût traité de façon aussi injurieuse. Je regrette aussi sincèrement que chacun de mes lecteurs d'avoir provoqué cet incident. Mais le souverain s'était montré si intéressé par le sujet, si désireux d'en connaître tous les détails, que je n'aurais fait preuve ni de gratitude, ni de courtoisie, en ne lui donnant pas satisfaction dans la mesure du possible. Qu'on me permette, pourtant, de signaler à ma décharge que j'ai avec beaucoup d'habileté éludé un grand nombre de ces questions, et que j'ai pu sur chaque point donner des renseignements nettement plus favorables que la stricte vérité ne l'aurait exigé. Car j'ai toujours fait preuve de cette louable partialité en faveur de ma patrie, que Denis d'Halicarnasse a tellement raison de recommander aux historiens. Je ne cessais de dissimuler les faiblesses et les travers de la nation dont j'étais le fils, et de présenter ses vertus et ses beautés sous le jour le plus avantageux. Je n'eus vraiment pas d'autres préoccupations au cours des longs entretiens que j'avais avec le puissant monarque, bien qu'en fin de compte, j'ai échoué dans mes efforts. Mais il faut se montrer très indulgent pour un roi qui vit entièrement séparé du reste du monde, et doit par conséquent ne pas avoir l'expérience des manières et des coutumes les plus répandues dans les autres nations. Ce manque de connaissances entraîne forcément beaucoup de préjugés et une certaine étroitesse d'esprit, dont nous-mêmes et les pays les plus civilisés d'Europe sommes complètement exempts. Et certes, on ne saurait envisager que les idées d'un prince vivant si loin de notre continent fussent, en matière de vertus et de vices, proposées comme normes à toute l'humanité. Pour confirmer ce que je viens de dire, et pour souligner les effets déplorables d'une éducation confinée, je veux ici insérer un passage que l'on aura du mal à croire. Dans l'espoir d'attirer encore davantage sur moi les faveurs de Sa Majesté, je lui ai révélé une invention, vieille de 3 ou 4 siècles. Une poudre dont la plus petite étincelle suffit à en enflammer sur le champ un tas gros comme une montagne et à le faire voler en l'air avec une déflagration plus forte que le tonnerre. Une quantité donnée de cette poudre, ajoutai-je, tassée dans un tube creux de bronze ou de fer, et variant selon la grosseur de celui-ci, est capable de projeter une boule de fer ou de plomb avec une telle violence et une telle vitesse que rien ne peut résister à sa force. Les plus gros projectiles tirés de cette façon peuvent non seulement renverser en un clin d'œil des rangs entiers dans une armée, mais raser complètement les remparts les plus épais et envoyer par le fond les plus gros navires chargés d'1 000 d'hommes. Si l'on réunit 2 de ces boulets par une chaîne, on peut s'en servir pour faucher les mâts et les agrès, pour couper en deux des centaines de corps et dévaster tout ce qu'on a devant soi. Nous plaçons souvent cette poudre dans de grosses boules creuses en fer que nous envoyons grâce à un engin spécial à l'intérieur de la ville que nous assiégeons. On les voit alors projeter en l'air des pavés, pulvériser les maisons, exploser elles-mêmes et projeter des éclats de tous les côtés, fracassant le crâne de tous ceux qui se trouvent par là. Je conclus en disant que je connaissais très bien les matières employées dans la fabrication de cette poudre. Toutes étaient communes et fort bon marché. Je connaissais aussi la proportion du mélange, et je pouvais même, par mes conseils, aider les artisans du roi à réaliser les tubes dont j'avais parlé, mais en les faisant à l'échelle de toutes choses au royaume de Sa Majesté, c'est-à-dire que les plus gros ne devraient pas dépasser 200 pieds de long. 20 ou 30 de ces tubes, chargés de la quantité voulue de poudre et de boulets, renverseraient en quelques heures les murs de la ville la plus forte de ces domaines, ou détruiraient en entier la capitale s'il lui venait à l'idée de résister à son pouvoir absolu. Voilà ce que, humblement, j'offrais à Sa Majesté, en gage bien modeste de gratitude pour toutes les marques de faveur et de protection qu'elle m'avait prodiguées. Le roi fut saisi d'horreur devant le tableau que je lui brossais de ces terribles engins, et de la proposition que j'avais faite. Il était stupéfait de voir qu'un insecte si impuissant que moi, et réduit à ramper, telles furent ses propres paroles,
pu nourrir des idées si inhumaines et s'être tellement habitué à elles qu'il ne manifestait pas la moindre émotion devant les scènes de massacre et de désolation que je donnais comme conséquences normales à l'emploi de ces machines exterminatrices. Quant à celle-ci, ajouta-t-il, c'est sûrement un mauvais génie, ennemi du genre humain qui les a inventés. Moi-même, je vous assure que, malgré l'extrême intérêt que je porte au progrès des techniques et des sciences naturelles, j'aimerais mieux perdre la moitié de mon royaume que de partager un pareil secret. Il m'ordonna donc, si je tenais à ma vie, de ne jamais lui en reparler. Étrange effet des principes étroits et des vues bornées. Voici un prince comblé de toutes les qualités qui forcent la vénération, l'amour et l'estime, doué d'une brillante intelligence, d'une grande sagesse et d'une profonde culture, admirablement fait pour la politique et presque adoré de ses sujets, qui, à cause de scrupules, peut-être honorables, mais inutiles et absolument étrangers à nos idées européennes, laisse passer, alors qu'on la lui met dans les mains, l'occasion de se rendre le maître absolu de la vie, de la liberté et des biens de ses sujets. Notons que je n'ai pas l'intention, en révélant ce trait, de déprécier la valeur de cet excellent roi, bien que je sois certain que sa réputation ne puisse qu'y perdre beaucoup dans l'opinion d'un lecteur anglais. Mais je crois que ce défaut des Brobdingnagiens n'a pas d'autre cause que leur ignorance. N'ont-ils pas jusqu'à présent négligé de donner à la politique le caractère d'une science, ce qu'ont fait, au contraire, en Europe, tous les esprits pénétrants? Je me rappelle fort bien que, le jour où je signalai au roi, pendant l'un de mes entretiens avec lui, qu'il existait chez nous plusieurs milliers de livres consacrés à l'art de gouverner, je lui fis concevoir, contrairement à mon attente, une très piètre idée de notre entendement. Il affichait au contraire un mélange de haine et de mépris pour un souverain ou un ministre qui aurait le goût du mystère, des subtilités et des intrigues. Il n'arrivait pas à concevoir ce qu'était un secret d'État, en dehors de ce qui avait trait à un ennemi ou à une nation rivale. Pour lui, toute la science du gouvernement se ramenait à quelques principes très simples, au sens commun et à la raison, à la justice et à la bonté, au jugement rapide des causes civiles et criminelles et à quelques autres choses très banales qui ne valent pas d'être prises en considération. Et il me dit avoir comme opinion que celui qui ferait pousser 2 épis de blé ou 2 brins d'herbe sur un coin de sol qui n'en nourrissait qu'un seul, celui-là aurait mérité bien mieux de l'humanité et aurait rendu un service plus grand à son pays que toute l'engeance des politiciens mis ensemble. Le savoir des Brobdingnagiens est très rudimentaire et se ramène à 4 sciences: morale, histoire, poésie, mathématiques. Mais s'ils sont excellents mathématiciens, ils n'utilisent leurs connaissances qu'à des applications pratiques et utiles à la vie, telles que les progrès de l'agriculture et de l'artisanat, ce qui fait que chez nous, on les aurait en bien piètre estime. Quant aux idées, aux entités, aux abstractions et aux transcendantaux, je n'ai jamais pu leur en faire entrer le concept dans la tête. Aucune loi du pays ne peut comporter plus de mots qu'il n'y a de lettres dans l'alphabet. Or, celles-ci ne sont que 22. Mais de fait, peu de textes législatifs atteignent même cette longueur. Ils sont rédigés en termes très courants et très simples, auxquels personne dans ce peuple n'a l'esprit assez subtil pour donner plus d'une interprétation. D'ailleurs, tout commentaire sur un texte de loi est puni de la peine de mort. Quant à la jurisprudence en matière civile et criminelle, elle compte si peu de précédents que nul n'a à se vanter de talents exceptionnels s'il la possède à fond. Ils connaissent l'art de l'imprimerie, comme les Chinois, depuis un temps immémorial. Mais leurs bibliothèques ne sont pas très riches. Celle du roi, par exemple, qu'on donne pour la mieux montée de toutes, ne doit pas avoir plus d'1 millier de volumes. Elle occupe une galerie de 1200 pieds de long, et j'étais autorisé à emprunter tous les livres que je voulais. Le menuisier de la reine avait construit dans une des parties de l'appartement de Glumdalclitch une sorte d'appareil en bois de 24 pieds de haut ayant la forme d'une échelle double. Chacun des degrés avait 50 pieds de long. Il s'agissait d'un escalier portatif de plusieurs marches dont on plaçait l'extrémité inférieure à 10 pieds du mur de la chambre. Le livre que je voulais lire était posé debout contre la cloison d'en face. Je montai d'abord sur la marche du sommet, et la face tournée vers le livre, je commençais à lire le haut de la page, me déplaçant de droite à gauche d'environ 8 ou 10 pas, selon la longueur des lignes, jusqu'à atteindre le niveau situé un peu au-dessous de mes yeux. Je descendais alors d'1 degré, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive jusqu'en bas.
Puis je remontais et commençais la page suivante de la même façon, après quoi je tournais la feuille du livre, ce que je faisais sans mal en m'y prenant à deux mains, car elle n'était ni plus épaisse ni plus dure que notre carton, et les plus gros in-folio ne dépassaient jamais 18 ou 20 pieds de long. Leur style est clair, viril, aisé, sans aucune fioriture, car il n'est rien qu'ils évitent plus soigneusement que la redondance et la recherche des expressions variées. J'ai lu jusqu'au bout un grand nombre de leurs livres, spécialement ceux qui traitent d'histoire et de morale. Parmi ces derniers, je pris beaucoup de plaisir à un vieux traité qui était toujours dans la chambre à coucher de Glumdalclitch et appartenait à sa gouvernante, une fort digne personne entre deux âges, qui était férue d'ouvrages moralisateurs ou dévots. Le livre parle de la faiblesse humaine, et il est fort peu goûté, sauf par les femmes et les gens du peuple. J'étais pourtant curieux de savoir comment un naturel du pays allait traiter le sujet. Or, l'auteur nous servait tous les poncifs en usage chez les moralistes d'Europe, nous montrant quel animal chétif, méprisable et désarmé, l'homme était de nature. Combien il était incapable de se défendre des inclémences du temps ou de la férocité des bêtes. À quel point toutes les autres créatures le dépassaient, l'une en force, l'autre en vitesse, la troisième en prudence, la quatrième en habileté. Il ajoutait que la nature avait dégénéré au cours de ces derniers temps de décadence universelle, et que les êtres qu'elle produisait n'étaient que de pauvres avortons en comparaison de jadis. Il est normal d'admettre, disait-il, non seulement que l'espèce humaine ait compté à l'origine des sujets bien plus grands, mais même qu'il ait existé des géants dans les temps très lointains. Le fait est assuré par l'histoire et la tradition, et il est en outre confirmé par la découverte occasionnelle d'eau et de boîtes crâniennes énormes mises au jour en différents points du royaume, et ne pouvant absolument pas, étant donné leur dimension, venir de la race dégénérée des temps actuels. Les lois de la nature, selon cet auteur, exigeaient, par définition et de manière absolue, que nous eussions au commencement été créés d'une taille plus haute et plus forte, nous permettant de ne pas perdre la vie au premier accident venu, tel qu'une tuile tombant d'un toit, une pierre que lance un gamin ou une noyade dans un ruisselet. En vertu de ce raisonnement, l'ouvrage donnait un certain nombre de conseils moraux, utiles à suivre dans la vie mais ne méritant pas d'être relevés ici. Pour ma part, je ne puis que noter combien est universel l'art de faire la morale, c'est-à-dire au fond d'apprendre à grogner et à geindre, à partir des griefs que nous avons contre la nature. Et je crois qu'une enquête sérieuse nous montrerait que ces griefs sont aussi mal fondés chez nous qu'à Brobdingnag. Parlons de leur armée. Les troupes royales, disent-ils avec orgueil, comptent 176 000 fantassins et 32 000 cavaliers. Mais faut-il leur donner le nom d'armée, puisqu'elles se composent dans les villes des corps de métier et dans les campagnes de cultivateurs? Tous sont commandés exclusivement par des membres de la grande et de la petite noblesse, qui ne reçoivent ni solde ni indemnité. Ils sont en tout cas parfaitement entraînés, et leur discipline est excellente, ce qui ne me paraît pas tellement méritoire. Car comment pourrait-il en être autrement, quand chaque fermier est sous les ordres de son propre seigneur, et chaque bourgeois dépend des notables de sa propre ville, élu par vote secret, comme à Venise? J'ai souvent vu la milice de Lord Brulgrude se rendre à l'exercice sur un grand terrain de 20 miles carrés, 6 aux environs de la capitale. Ces effectifs ne dépassaient pas 24 000 fantassins et 6 000 cavaliers, mais il m'était impossible de les évaluer étant donné la longueur de la colonne. Un cavalier et sa monture, quand le cheval était grand, avaient dans les 80 pieds de haut. Et j'ai vu tout le corps de cavalerie mettre au commandement sabre au clair et exécuter des moulinets. L'imagination ne peut concevoir quelque chose de si grandiose, de si étonnant, de si impressionnant. On aurait dit 10 000 éclairs jaillissant au même moment de tous les coins du ciel. J'aurais aimé savoir comment ce prince, dont les domaines n'offrent aucune voie d'accès depuis les autres pays, avait conçu l'idée de se faire une armée et de former son peuple à la discipline militaire. Mais j'en eus vite l'explication, soit en conversant avec les gens, soit en lisant leurs livres d'histoire. Au cours des temps, cette nation avait connu les mêmes désordres que le reste de l'humanité. Elle vit souvent les nobles lutter pour le pouvoir, le peuple pour la liberté, le roi pour l'autorité absolue. Car si les lois du royaume créaient entre les trois forces un heureux équilibre, celui-ci a été plusieurs fois rompu par l'une ou l'autre d'entre elles. Et il en est résulté un bon nombre de guerres civiles, dont la dernière
avait trouvé une heureuse solution de compromis grâce à l'aïeul du prince actuel, et la milice, née alors du consentement général, a toujours gardé depuis un très strict esprit de discipline. Et c'est la fin du chapitre 7. Donc dans ce chapitre 7, je vous rappelle qu'on a des petits résumés au début des chapitres. Nous venons de lire Amour de l'auteur pour son pays, il fait au roi une offre très avantageuse qui est repoussée, grande ignorance du roi en matière de politique, caractère rudimentaire et incomplet du savoir en ce pays, les lois, les questions militaires, les partis politiques dans l'État. Hop. Nous marquons une courte pause, les amis. Je vous avais prévenu, pardon, une lecture courte, puisque là on a lu un des 2 chapitres du jour. Le deuxième chapitre sera un peu long toutefois, un peu plus long en tout cas. J'arrive pas à évaluer, tiens, aujourd'hui. J'arrive pas à évaluer si j'ai une bonne élocution ou pas. J'ai eu l'impression d'avoir bien lu sur certaines pages et beaucoup moins bien sur d'autres. Bref, tant pis. J'essaie de faire de mon mieux pour que ça soit agréable et compréhensible à vos oreilles. L'important, c'est surtout la compréhensibilité et, dans un second temps, l'agréabilitude. Mais je fais au mieux. En tout cas, très sympathique ce chapitre, qui fait quelque part directement suite au précédent, dans les thématiques abordées. Et je trouve ça très très sympathique, encore une fois, la manière dont est mise en forme cette satire. Le personnage de Gulliver qui s'insurge un peu, quoi. Qui est en mode, mais c'est quoi ces ignorants? C'est quoi ce roi qui ne voit pas l'intérêt que je lui offre les secrets de la poudre à canon? C'est quoi ces gens qui n'ont que des connaissances que dans certains domaines très précis, dont les livres, dont les lois sont très très courtes, dont les livres n'apprennent pas toutes les connaissances utiles et inimaginables. J'aime beaucoup la manière dont c'est fait parce qu'on voit clairement la critique en creux. Et, et en même temps, c'est pas si simple toujours de saisir la pensée de l'auteur parce que parfois, il y a certaines réflexions qui laissent un peu plus le doute, je trouve, où on se demande, attends, mais ça, est-ce que c'est vraiment positif ou est-ce que c'est négatif? Parce que parfois, il va mettre également comment dire, en balance le pays de Brobdingnag et de l'Angleterre en disant, ah bah déjà à Brobdingnag, c'est pas terrible, mais enfin, déjà en Angleterre, c'est pas terrible, mais à Brobdingnag, c'est encore pire. Donc du coup, quand est-ce que à ce moment-là, il se plaint. Enfin bref, j'arrive plus à articuler une phrase correcte. Mais voilà, il y a un peu un truc comme ça, double parfois, à se dire, attends, est-ce qu'au final, la critique va jusqu'au bout? Hmm, Est-ce que vraiment Brobdingnag serait une sorte de société parfaite pour lui, ou est-ce qu'il met quand même des bémols? Et du coup, s'il met des bémols, est-ce qu'il sous-entend peut-être que de toute façon, dans n'importe quelle société, il y a forcément certaines choses qui ne fonctionnent pas bien, auquel cas, ça serait peut-être plutôt une critique de ces choses précisément. Bref, je suis en train de parler un peu de manière abstraite, mais voilà, c'était vachement intéressant, je trouve. Et ouais, franchement, le délire du roi qui comprend pas l'utilité d'autant de bouquins, de faire des lois complexes et ainsi de suite. Je trouve ça super marrant, super intéressant. Et surtout, quelque part, le côté un peu pacifiste, même si à la fin du chapitre, on nous dit qu'ils ont quand même créé une milice parce qu'ils ont des guerres civiles et tout. Mais ouais, le côté un peu candide, entre guillemets, on pourrait dire, ou en tout cas pacifiste, de dire, ben, en fait, votre invention là, dont vous voulez me faire cadeau, c'est la pire chose, ça permet de faire des atrocités. Pourquoi j'aurais envie de ça, quoi? Euh, j'aime beaucoup cette petite réflexion sur la poudre à canon. Donc, non, honnêtement,
J'avais eu un peu peur sur le début du voyage numéro 2 là, j'avais eu un peu peur. Je m'étais dit: «Est-ce que je vais pas me lasser? Est-ce que ça va pas être trop redondant?» Du voyage, à Lilliput. Au final, la fin du voyage à Brobdingnag me plaît bien. Maintenant la question c'est, il me reste plus qu'un chapitre à lire de cette partie. Est-ce que ça va être comme lors du voyage à Lilliput, une fin un peu expédiée? D'un seul coup, la situation qui s'emballe, du coup, il doit à tout prix quitter le pays. Il trouve une manière miraculeuse de quitter le pays. Et puis, très rapidement, on aura peut-être, ah bah, du coup, quand il est rentré en Angleterre, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ça. Et puis, il s'est ennuyé, donc il est reparti en voyage. Et du coup, troisième partie. Est-ce que je vous spoil? Fermez-vous les oreilles si vous voulez pas être spoilé. Troisième partie, voyage à la puta, Balni Barbie, Glubdub Drib, Lugnag et au Japon. Genre, vraiment, ça me détruit le cerveau. La troisième partie, on va dans plein d'endroits différents. A priori, plein de pays de la conception de l'auteur. Et on va au Japon. Ça fait vraiment l'intrus dans tout ce bouquin, mais je suis très curieux de voir du coup la troisième partie. Rien que le fait que ce soit plein de voyages, la troisième partie plutôt qu'un seul, je me demande vraiment comment ça va être articulé et quelles vont être les particularités de ces pays. Puisque pour le moment, grosso modo, il a été chez les Lilliputiens et du coup il était considéré comme un géant. Maintenant il est chez les géants et en quelque sorte il est considéré comme un Lilliputien. Et puis on a voilà, divers petits événements relativement anecdotiques, qui sont plutôt là pour faire de l'humour, qui sont plutôt là pour faire un peu comment dire, du folklorique. Et à côté de ça, les satires politiques, les propos sur, je sais pas moi, par exemple, ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire la tenue des gouvernements, les connaissances, la morale. euh, Qu'est-ce qu'on a eu déjà dans le premier voyage? Bon, de toute façon, c'est toujours par rapport à la tenue d'une société globalement. Je trouve ça vachement intéressant. Comme je le disais, j'aurais pas beaucoup à lire aujourd'hui, donc je vais recommencer rapidement et on va découvrir directement à quelle sauce va être mangé Gulliver. Hop. Je vous souhaite une bonne écoute, que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. À dans quelques minutes pour la fin du live. Chapitre 8. Je n'avais jamais perdu la conviction profonde que j'arriverais un jour à recouvrer la liberté, bien qu'il me fût absolument impossible de conjecturer par quels moyens ou de former le moindre projet qui eût quelque chance d'aboutir. Le navire dans lequel j'étais venu était le premier qu'on eût jamais vu s'aventurer dans ces parages, et le roi avait donné des ordres stricts pour que tout autre bâtiment qui viendrait à se présenter fût saisi et transporté en tombereau à l'or Brûlgrude. Il était bien décidé à me donner une femme de ma taille, qui me permettrait de perpétuer mon espèce. Mais je crois que j'aurais préféré la mort à la honte d'avoir des descendants destinés à être élevés en cage comme des canaris apprivoisés, et peut-être même vendus comme curiosités à des personnes de qualité dans tout le royaume. Certes, j'étais traité avec beaucoup de bonté. J'étais le favori d'un grand roi, d'une grande reine, et l'enfant gâté de toute la cour, mais dans des conditions qui ne convenaient guère à la dignité humaine. Je ne parvenais pas à oublier les responsabilités familiales que j'avais laissées derrière moi. J'avais besoin de vivre au milieu de gens à qui j'aurais pu parler d'homme à homme, et de marcher dans des rues et des champs où je ne risquerais pas de mourir écrasé comme une grenouille ou un bébé chien. Or, ma délivrance vint plus tôt que je ne l'espérais, et d'une façon qui n'a rien de banal. Je vais en narrer le déroulement et les circonstances. J'étais déjà dans le pays depuis 2 ans, et vers le début de ma 3e année de séjour, je pris part avec Glumdalclitch à un voyage officiel que le roi et la reine faisaient sur la côte sud du royaume. J'étais transporté, comme d'habitude, dans ma boîte de voyage qui, je le rappelle, était une pièce confortable de 12 pieds de côté. J'y avais fait installer un hamac,
fixés par des cordes de soie aux quatre coins du plafond, pour être moins durement secoués lorsque l'un de nos valets me transportait, comme je le voulais parfois, sur le pommeau de sa selle. J'avais même pris l'habitude de dormir dans mon hamac pendant que nous faisions route. J'avais également dit au menuisier d'aménager une ouverture dans le couvercle de la boîte, mais non pas exactement au-dessus de mon hamac pour me donner de l'air quand je dormais par temps trop chaud. Je pouvais à volonté ouvrir ou fermer ce trou grâce à une planche coulissante. Quand notre voyage fut terminé, le roi décida de passer quelques jours dans un palais qu'il possédait près de Flanflasnik, ville située à moins de 18 miles anglais de la mer. Glumdalclitch et moi, nous étions très fatigués. J'avais moi-même un rhume sans gravité, mais la pauvrette était assez mal en point pour devoir garder la chambre. Je rêvais depuis longtemps de revoir l'océan, qui restait pour moi la seule voie possible vers la liberté si je devais la retrouver un jour. Je me fis donc plus malade que je n'étais, et demandai la permission d'aller respirer un peu d'air marin, sous la garde d'un page que j'aimais bien, et à qui on m'avait plusieurs fois confié. Je n'oublierai jamais avec quelle répugnance Glumdalclitch y consentit, ni avec quelle sévérité elle enjoignit au page de prendre bien soin de moi, éclatant brusquement en sanglots, comme si elle avait le pressentiment de ce qui allait se passer. Le jeune garçon m'emporta dans ma boîte et se dirigea vers une falaise dominant la mer, à une demi-heure du palais. Je lui dis de me déposer sur le sol, et ouvrant une de mes fenêtres, je dirigeai vers le large main regard triste et mélancolique. Je me sentais très las, et je dis au page que j'avais l'intention de dormir dans mon hamac, un somme ne pouvant que me faire du bien. Je m'y hissai donc, et le jeune garçon ferma soigneusement les fenêtres pour empêcher le froid d'entrer. Je ne fus pas long à m'endormir, et tout ce que je pus conjecturer est que, profitant de mon sommeil et persuadé qu'aucun danger ne menaçait, le page était allé chercher des œufs d'oiseaux dans les falaises. Je l'avais vu en effet de ma fenêtre, fouiller le terrain du regard et ramasser une ou deux fois quelque chose dans les trous du rocher. Quoi qu'il en soit, je fus réveillé en sursaut par un choc violent, comme si on exerçait une traction sur l'anneau de ma boîte, ce même anneau qui avait été fixé à son couvercle pour la rendre aisée à transporter. Je sentis que la boîte s'élevait très haut dans les airs, puis se déplaçait à une vitesse fantastique. La première secousse avait failli me jeter à bas de mon hamac. Je fus ensuite beaucoup moins ballotté. J'appelai plusieurs fois au secours de toute la force de mes poumons, mais en vain. Je regardai par ma fenêtre, mais ne vis rien que les nuages et le ciel. J'entendais au-dessus de ma tête le bruit d'un battement d'ailes, et je commençai alors à comprendre dans quelle triste situation je me trouvais. Un aigle avait saisi par l'anneau ma boîte dans son bec, et s'apprêtait à la laisser tomber contre un rocher, comme une carapace enfermant le corps d'une tortue, pour m'en extraire et me dévorer. Car l'instinct et l'odorat de cet oiseau lui permettent de déceler une proie à grande distance, même quand elle est encore mieux cachée que je ne l'étais sous mes planches de 2 pouces d'épaisseur. Je remarquai au bout d'un moment que le bruit du battement d'ailes se faisait beaucoup plus fort, et ma boîte fut brusquement ballottée comme une enseigne de boutique par grand vent. Je perçus les chocs d'une série de coups qui s'abattaient sur l'aigle, car je suis sûr que c'était bien un aigle qui avait saisi dans son bec l'anneau de la boîte. Puis, soudain, je me sentis descendre à la verticale. Ma chute dura une bonne minute, et elle était si incroyablement rapide que j'en perdis presque complètement le souffle. Elle se termina par un bruit d'eau remuée qui retentit plus fort à mes oreilles que celui de la chute du Niagara. Après quoi, je me trouvai dans une obscurité complète durant une autre minute, puis ma boîte se mit à remonter, assez pour que la lumière parût dans le haut des fenêtres. Je vis que j'étais tombé à la mer. Ma boîte chargée du poids de mon corps, de mon mobilier et des grosses plaques de fer posées pour renforcer les 4 coins du couvercle et du fond, s'enfonçait d'environ 5 pieds dans l'eau. Je pensais alors, et je pense toujours, que l'aigle qui s'était envolé avec ma boîte avait été attaqué par 2 ou 3 de ses congénères et avait été forcé de me laisser choir pour se défendre contre ses adversaires qui voulaient tous une part du butin. Les plaques de fer fixées au fond de la boîte, qui étaient des plus fortes, lui conféraient son équilibre pendant la chute et l'empêchèrent de se briser en touchant les flots. Chacun de ses joints, en tout cas, était parfaitement ajusté, et la porte n'avait pas de gonds, mais coulissait comme une vanne. Tout cela faisait que mon cabinet était très étanche, et c'est à peine s'il y entra quelques gouttes d'eau. Je parvins non sans mal à sortir de mon hamac, m'étant d'abord risqué à me donner de l'air en manœuvrant la planche à glissière du trou d'aération, situé, comme je l'ai dit, au plafond,
car j'étais presque complètement asphyxié. Combien de fois alors ne fis-je pas le vœu de me trouver avec ma chère Glumdalclitch, dont l'espace d'une heure m'avait si totalement séparé? Et je confesserai qu'au milieu de mon infortune, je ne pouvais faire autrement que de plaindre ma pauvre petite gouvernante du chagrin que lui causerait ma perte, du déplaisir qu'elle donnerait à la reine, et de la ruine de son avenir. Je me trouvais pourtant dans des difficultés et dans une détresse que bien peu de voyageurs ont sans doute connues, m'attendant à chaque instant à voir ma boîte se disloquer, ou du moins chavirer sous l'effet d'un coup de vent, ou d'une lame plus forte que les autres. La rupture de l'un de mes panneaux de verre eût signifié ma mort immédiate, et il n'avait résisté jusque-là que grâce aux fortes treillis métalliques que l'on avait placées à l'extérieur en prévision des chocs pendant les voyages. Je voyais de l'eau pénétrer par quelques interstices, mais ces infiltrations n'étaient pas alarmantes, et je faisais d'ailleurs tout mon possible pour les arrêter complètement. Je n'avais jamais pu soulever le couvercle de ma boîte, ce que je n'aurais pas manqué de faire si j'en avais eu la force, afin de me tenir assis dessus et éviter au moins de rester enfermé, pourrait-on dire, à fond de cale. Mais même si j'échappais pendant un jour ou deux à ces dangers, à quoi devrais-je m'attendre sinon à périr misérablement de froid et de faim? Je passai 4 heures dans cette triste situation, voyant ma fin venir à chaque minute, et me prenant même à la souhaiter. J'ai déjà dit au lecteur que sur la face de ma boîte, qui ne comportait pas de fenêtre, il y avait de gros anneaux dans lesquels le valet qui m'emportait sur le pommeau de sa selle passait une courroie qu'il s'attachait ensuite à la ceinture. Or, comme j'en étais à me désespérer, voilà que j'entendis, ou que je crus entendre, sur la cloison où étaient fixés les anneaux, une espèce de grattement. Et tout de suite après, j'eus l'impression que ma boîte était prise en remorque et s'avançait sur l'eau. Je voyais en effet des vagues soulevées par son mouvement recouvrir une grande partie des fenêtres, me laissant presque entièrement dans le noir. Je me repris à espérer un peu, sans trop savoir pourtant d'où le salut pouvait venir. Je me hasardai à dévisser une de mes chaises, car elles étaient fixées au plancher de façon permanente, puis, étant parvenu à la revisser juste sous le trou d'aération que je venais de dégager en faisant coulisser la planche, je montai sur la chaise et, approchant au maximum ma bouche de l'ouverture, j'appelai au secours dans toutes les langues que je savais. Puis j'attachai mon mouchoir à une canne que j'avais toujours avec moi, et le brandissant par le trou, je me mis à faire des signaux à l'extérieur pour faire comprendre aux marins, au cas où une barque ou un vaisseau se fût trouvé par là, qu'un malheureux était enfermé dans cette caisse. Tous mes efforts restaient sans résultat. Mais je sentais nettement que ma boîte avançait, et au bout d'une heure, peut-être moins, la cloison sans fenêtre, celle des 2 anneaux, vint heurter quelque chose de dur, dont je craignis d'abord que ce ne fût un récif. Ensuite, je me remis à être ballotté de plus belle, puis j'entendis sur mon couvercle le glissement d'un câble et le grincement qu'il faisait en passant dans l'anneau. Je me sentis alors soulevé par à-coups de 3 bons pieds, sur quoi je brandis mon mouchoir et ma canne, appelant au secours jusqu'à me rendre à faune. J'entendis alors un grand cri qu'on répéta 3 fois, et qui me causa une joie que seuls peuvent imaginer ceux qui ont vécu des moments semblables. J'entendis ensuite un bruit de pas au-dessus de ma tête, et une voix forte qui criait en anglais par le trou « S'il y a quelqu'un là-dedans, qu'il le dise !» Je répondis que j'étais un Anglais, jeté par un sort funeste dans les pires malheurs qu'une créature eût jamais souffert, et j'implorai sur le ton le plus pathétique d'être délivré du cachot où j'étais. La voix répliqua que je n'avais rien à craindre. Ma boîte se trouvait amarrée à un bateau, et le charpentier du bord allait bientôt venir pour ouvrir à la scie dans le couvercle un trou assez large pour me permettre de passer. Je répondis que c'était inutile. Il suffisait qu'un homme de l'équipage passât son doigt dans l'anneau et repêchât la boîte. Il la porterait ensuite à la cabine du capitaine. En entendant une sottise pareille, certains me crurent fou, d'autres se mirent à rire. De fait, il ne m'était pas encore entré dans l'esprit que je me trouvais chez des gens de ma taille et de ma force. Le charpentier arriva et en quelques minutes, il pratiqua à la scie une ouverture d'1 pied de côté environ. On me fit alors passer une petite échelle, par laquelle je grimpai, puis on me conduisit à bord dans un état de grand épuisement. Les marins étaient tous au comble de l'étonnement et me posaient des milliers de questions auxquelles je n'avais guère envie de répondre. Mais j'étais pour ma part tout aussi ahuri à la vue de tant de pygmées, étant incapable de les prendre pour autre chose, après avoir eu si longtemps sous les yeux les êtres énormes que je venais de quitter. Le capitaine, Monsieur Thomas Wilcox,
un digne et excellent homme originaire du Shropshire, me voyant sur le point de tomber en faiblesse, me mena à sa cabine et me donna un cordial pour me soutenir. Puis il me fit étendre sur son lit, me conseillant de dormir un peu car j'en avais grand besoin. Mais avant de m'endormir, je lui donnai à entendre qu'il y avait dans ma caisse un mobilier trop précieux pour être sacrifié. Un beau hamac, un bon lit de camp, 2 chaises, une table et un secrétaire. Ma boîte elle-même était entièrement tapissée, ou plutôt capitonnée, de soie et de coton, et s'il voulait permettre à un homme d'équipage de la lui apporter dans sa cabine, je l'ouvrirais moi-même et lui montrerais tous ces objets. Le capitaine, m'entendant débiter toutes ces absurdités, conclut que je délirais. Il me promit pourtant, et je pense qu'il cherchait à me calmer, de faire ce que je demandais. Montant donc sur le pont, il envoya des hommes dans ma boîte, d'où ils retirèrent, comme je le vis plus tard, tout ce que je possédais et déclouèrent le revêtement. Mais comme je n'avais pas averti les marins que les chaises, le bureau et le cadre du lit étaient vissés au plancher, ils les abîmèrent beaucoup en les arrachant de force. Ils enlevèrent aussi un certain nombre de planches que l'on pouvait utiliser sur le bateau, et quand ils eurent récupéré tout ce qui semblait en valoir la peine, ils rejetèrent la carcasse à l'eau, et elle coula à pic en raison des nombreuses brèches qu'elle avait à son fond et sur les côtés. En fin de compte, je suis heureux de ne pas avoir assisté à ce massacre, car je suis sûr qu'il m'aurait fait de la peine en me rappelant certaines scènes de mon passé que je préfère oublier. Je dormis plusieurs heures, d'un sommeil agité, peuplé de cauchemars où je revoyais les lieux que j'avais quittés et les dangers auxquels j'avais échappé. Je ne m'en trouvais pas moins très reposé à mon réveil. Il était à peu près 8 heures du soir et le capitaine fit servir sans tarder le souper, estimant que j'étais resté à jeun bien assez longtemps. Il me traita avec une grande amabilité, ne notant rien d'étrange dans mes habitudes, ni rien d'incohérent dans mes paroles. Et quand nous fûmes seuls, il me pria de lui faire le récit de mes voyages et de lui dire à la suite de quel accident je m'étais retrouvé enfermé dans ce monstrueux coffre en bois. Lui-même me dit l'avoir aperçu de loin vers midi, alors qu'il observait la mer à la lorgnette. Il avait pensé avoir affaire à un navire et décida de l'accoster, car cela ne le déroutait guère, et il avait l'espoir de trouver du biscuit à acheter, le sien commençant à manquer. Mais, en s'approchant, il avait compris son erreur et avait envoyé la chaloupe pour identifier l'objet. Ces hommes étaient revenus effrayés, jurant qu'ils avaient vu une maison flottante. Il s'était moqué de leur sottise et avait pris lui-même la chaloupe, après avoir ordonné aux hommes d'emporter un gros câble. Comme la mer était belle, il avait tourné plusieurs fois à la rame autour de moi et avait examiné mes fenêtres, ainsi que le treillage qui les garnissait. Il avait noté que sur une des faces, celle qui était aveugle et faite uniquement de planches, il y avait 2 anneaux. Il avait donc fait ramer ses hommes de ce côté, puis, ayant passé le câble dans un des anneaux, il avait donné l'ordre de remorquer le coffre, comme il disait, jusqu'au navire. Et une fois accosté, il avait tenté une autre manœuvre. Passer un deuxième câble par l'anneau fixé au couvercle et hisser le coffre à l'aide de poulies. Mais tout l'équipage réuni n'était pas arrivé à le soulever de plus de 2 ou 3 pieds. C'est alors, conclut le capitaine, qu'on avait vu ma canne et mon mouchoir qui s'élevaient au-dessus du trou, et qu'on avait pensé qu'un malheureux devait être enfermé à l'intérieur. Je demandai si lui-même, ou l'un de ses hommes, avait aperçu dans les airs des oiseaux d'une taille prodigieuse, vers le moment où l'on m'avait découvert. Il répondit qu'il en avait justement parlé à ses matelots, pendant que je faisais la sieste, et que l'un d'eux lui dit avoir observé 3 aigles volant vers le nord, mais qu'il n'avait pas noté qu'ils fussent d'une taille exceptionnelle. Je me dis que cela s'expliquait par la grande altitude à laquelle ils volaient, mais le capitaine ne put deviner pourquoi je lui avais posé cette question. Je lui demandai alors à quelle distance il pensait que nous étions de la Terre. Il me dit qu'autant qu'il pouvait le savoir, nous en étions au moins à 100 lieues. Vous vous trompez au moins de moitié. Pardon, trompé de personnage. Vous vous trompez au moins de moitié, répliquai-je, car au moment où je suis tombé à la mer, je n'avais pas quitté le pays d'où je viens depuis beaucoup plus de 2 heures. L'idée lui revint immédiatement que j'avais le cerveau fêlé, et il me le laissa clairement entendre. Il me conseilla même d'aller m'étendre dans la cabine qu'on m'avait fait préparer. Mais je lui affirmai que je me sentais très bien, grâce à ses attentions et à son aimable compagnie, et que j'étais dans mon bon sens autant que jamais dans ma vie. Il prit alors un air grave, et me demanda en toute franchise si ce n'était pas le remords de quelque horrible crime qui m'agitait l'esprit. Car je pouvais avoir été puni sur l'ordre d'un prince qui m'aurait fait enfermer dans ce coffre, de même que les grands criminels dans d'autres pays sont obligés de s'embarquer sans vivre dans un bateau qui prend l'eau.
Il me donnait en tout cas sa parole, malgré l'ennui que lui causait la présence à son bord d'un scélérat, de me débarquer sain et sauf dans le premier port qu'il toucherait. Ce qui avait surtout éveillé ses soupçons, ajoutait-il, c'étaient les propos absurdes que j'avais tenus, d'abord au matelot, puis à lui-même, sur ma boîte ou mon coffre, de même que certaines manières et attitudes bizarres au cours de mon repas. Je le suppliai d'avoir la patience de m'écouter, et je lui racontai fidèlement toute mon histoire, depuis mon dernier départ d'Angleterre jusqu'au moment où il m'avait découvert. Et comme la vérité s'impose toujours à un esprit rationnel, il arriva que cet excellent homme, qui n'était pas sans culture et qui avait beaucoup de bon sens, fut immédiatement convaincu de ma bonne foi et de ma sincérité. Mais pour donner plus de poids à ce que je disais, je le priai de faire apporter mon secrétaire dont j'avais la clé dans ma poche. Il m'avait déjà rendu compte de ce que ces hommes avaient fait de ma boîte. J'ouvris le meuble en sa présence, et je lui montrai ma petite collection d'objets rares réunis dans ce pays d'où j'avais pu m'échapper de façon si extraordinaire. Il y avait là un peigne que j'avais fait avec les poils de la barbe de Sa Majesté, un autre dont les dents étaient du même matériau, mais dont le dos était taillé dans une rognure d'ongle de la reine. Il y avait aussi une collection d'aiguilles et d'épingles dont la longueur variait d'un pied à un demi-yard, 4 dards de guêpe gros comme des clous de charpente, des cheveux de la reine, un anneau d'or qu'elle m'avait donné un jour de façon exquise, l'ôtant de son petit doigt et me le passant au cou comme un collier. Je priai le capitaine d'accepter cet anneau en gage de gratitude pour ses bontés, mais il refusa absolument. Je lui montrai un œil de perdrix que j'avais moi-même extrait du pied d'une dame d'honneur. Il avait la taille d'une pomme de Kent, et il était devenu si dur qu'à mon retour en Angleterre, je le fis creuser en forme de coupe et baguet d'argent. Enfin, j'invitai le capitaine à regarder la culotte que j'avais sur moi, et qui était taillée dans une peau de souris. Je ne pus rien lui faire accepter, si ce n'est la dent d'un laquais que je l'avais vu examiner avec intérêt, et dont je devinai qu'elle l'avait séduit. Il la prit en me faisant 1000 remerciements, que cette babiole ne méritait guère. Elle avait appartenu à un des valets de Glumdalclitch, qui souffrait d'une rage de dents. Elle était la plus saine de sa mâchoire, mais un chirurgien maladroit la lui avait arrachée par erreur. Je l'avais nettoyée et rangée dans mon secrétaire. Elle avait environ 1 pied de long et 4 pouces de diamètre. Le capitaine se déclara enchanté de ce récit sans prétention que je lui avais fait. J'espère bien, me dit-il, que quand vous serez de retour en Angleterre, vous le mettrez par écrit et vous le publierez. Ce serait là rendre un grand service au monde. Je répondis que nous étions déjà submergés de livres de voyage, et que le seul moyen de s'imposer était d'écrire des choses extraordinaires, ce qui amenait forcément certains auteurs à faire passer leur souci de véracité après celui de leur prestige et de leur intérêt, ou après leur envie de berner les lecteurs. Or, mon histoire ne contenait guère que des événements ordinaires, et ne comportait pas de descriptions baroques de plantes, arbres, oiseaux et autres animaux étranges, ni ces exposés sur les coutumes et la religion des peuples barbares, dont presque tous les ouvrages de ce genre abondent. Pourtant, je remerciai le capitaine de son aimable pensée, et lui promis de réfléchir à la question. Il me dit qu'il y avait une chose qui lui semblait bizarre, c'était de m'entendre parler si fort. Peut-être le roi et la reine de ce pays étaient-ils durs d'oreille. Je répondis que, depuis plus de 2 ans, j'avais pris l'habitude de forcer ma voix, et que j'admirais beaucoup la sienne et celle de ces hommes, qui me semblaient n'être qu'un murmure, encore que je les entendisse parfaitement. Mais là-bas, pour parler à quelqu'un, je devais crier comme un homme qui se trouve dans la rue, et dont l'interlocuteur est au sommet d'un clocher, sauf quand je me trouvais dans la main d'un brobdingnagien ou sur une table. Je lui parlais moi aussi d'une chose qui m'avait frappé. Quand j'étais monté à bord et que l'équipage faisait cercle autour de moi, je crus avoir affaire à la plus méprisable petite vermine que j'ai vue de ma vie. Et il est bien vrai que pendant mon séjour chez ce monarque, mon œil s'était tellement habitué aux proportions énormes des objets que je ne pouvais supporter de me voir dans une glace où, par comparaison, je m'apparaissais à moi-même comme un être insignifiant. Le capitaine me dit qu'en effet il avait noté, quand nous étions à table, que je regardais tout avec une sorte d'ébahissement, et que j'avais souvent donné l'impression de ne pouvoir me retenir de rire, ce qu'il n'avait guère pu s'expliquer que par un dérangement de mon cerveau. Je répondis que c'était la vérité. J'étais à un doigt de pouffer de rire quand je voyais ces plats grands comme une pièce de 3 sous en argent, un jambon qui faisait à peine une bouchée, une tasse plus petite qu'une coquille de noix. J'allongeai la liste, décrivant toutes ses affaires et toutes ses provisions de cette façon-là. Car bien que la reine eût fait exécuter pour moi en petit tous les objets nécessaires à mon ménage pendant que j'étais à son service,
je concevais le monde à l'image de tout ce qui m'entourait, fermant les yeux sur ma petitesse, comme les gens sur leurs propres défauts. Le capitaine prit très bien mes plaisanteries et me répliqua gaiement que, d'après la vieille expérience anglaise, je devais avoir les yeux plus grands que le ventre, car il ne m'avait pas trouvé tellement bon estomac, même après une journée de jeûne. Et continuant sur ce ton plaisant, il affirma qu'il aurait bien donné 100 livres pour voir ma boîte suspendue au bec de l'aigle, puis tombant à la mer d'une telle hauteur, ce qui ne pouvait donner qu'un spectacle étonnant et digne d'être décrit dans un livre, pour passer à la postérité. La comparaison avec Phaéton s'imposait si évidemment qu'il se crut obligé de la faire, mais je n'appréciais pas ce genre d'esprit. Le capitaine, qui faisait route vers l'Angleterre, venant du Tonkin, avait dérivé vers le nord-est par 44 degrés de latitude et 143 degrés de longitude. Mais comme la mousson s'était levée 2 jours après mon arrivée à bord, nous fîmes longtemps route vers le sud, puis, longeant la côte de la Nouvelle-Hollande, nous tîmes l'ouest-sud-ouest et enfin le sud-sud-ouest jusqu'à doubler le cap de Bonne-Espérance. Notre voyage se passa très bien, et je ne veux pas ennuyer le lecteur en donnant le journal de bord. Le capitaine fit escale dans 1 ou 2 ports et envoya la chaloupe chercher des vivres et de l'eau douce. Mais je ne quittai pas une fois le bord avant notre arrivée aux Downs, qui eut lieu le 3 juin 1706, environ 9 mois après mon évasion. Je proposai au capitaine de lui laisser mes meubles en gage, en attendant de le payer, mais il refusa d'accepter même un sou. Nous nous quittâmes bons amis, et je lui fis promettre de venir me voir à Redriff. Pour 5 shillings, que m'avança le capitaine, je pus louer un cheval de bas avec un homme pour le conduire. À force de voir, tout au long du chemin, maisons, bêtes et gens d'une taille si minuscule, je me figurais être à Lilliput. J'avais peur d'écraser les piétons sur la route, et je leur criais souvent de dégager le passage, ce qui manqua de me faire rosser une fois ou deux pour mon impertinence. Quand j'arrivai chez moi, après avoir dû demander mon chemin, un valet vint m'ouvrir la porte. Je me baissai pour entrer, comme une oie qui franchit un portail, par peur de me cogner la tête. Ma femme accourut pour m'embrasser, mais je m'accroupis jusqu'à avoir la tête plus basse que ses genoux, pensant qu'autrement elle ne pourrait pas atteindre ma bouche. Ma fille s'était agenouillée pour recevoir ma bénédiction, mais elle dut se remettre debout, sans cela je ne l'aurais pas vue, tellement j'étais habitué à tenir la tête en l'air et à lever les yeux à plus de 60 pieds du sol. Mon premier mouvement fut d'ailleurs de la prendre par la taille, pour la soulever d'une seule main. Je regardais de bas en haut les domestiques, et 1 ou 2 amis venus chez moi, comme s'ils étaient des pygmées et moi un géant. Je dis à ma femme qu'elle s'était montrée trop économe. Elle avait tant rogné sur ses rations et celles de sa fille, que je les trouvais toutes deux réduites à rien. Bref, je me comportais de façon si étrange, que tous réagirent comme le capitaine la première fois qu'ils m'avaient vu. Ils conclurent que j'avais perdu la raison. Je mentionne ces faits pour faire comprendre quelles forces peuvent avoir l'habitude et les préjugés. Je ne tardai pas à retrouver une vie normale entre ma famille et mes amis, mais ma femme jurait qu'elle ne me laisserait pas reprendre la mer. Pourtant, un sort contraire avait décidé qu'elle n'aurait pas le pouvoir de m'en empêcher, comme le lecteur l'apprendra par la suite. Qu'il me permette de mettre le point final à cette 2e partie de mes infortunés voyages. Fin de la 2e partie. C'est donc la fin de ce chapitre 8. Chapitre 8 dont le résumé est le suivant. Voyage officiel du roi et de la reine aux frontières du royaume. L'auteur y prend part. Relation très détaillée de la façon dont il quitta le pays. Et son retour en Angleterre. Hop, je mets mon petit marque-page pour la 3e partie. Hop. Et bim. Nous passons à l'outro du live. Eh bien, avec plaisir, Marie, avec plaisir. Je suis très heureux d'avoir live. Je vous avoue, en plus, c'est trop cool parce que aujourd'hui, j'avais, je veux pas dire la flemme, c'était pas la flemme, je sais pas comment décrire, peut-être l'énergie plutôt. Bref, j'avais peut-être pas beaucoup l'énergie pour faire un live, à tel point que ce matin, vraiment, je me suis dit, waouh, j'ai prévu un live aujourd'hui, est-ce que vraiment je vais le faire? Je me sentais pas fou, et peut-être un peu fatigué en fait, tout simplement, comme je disais au début de live.
Et en fait, je suis super content d'avoir live. Je pense qu'il y avait aussi le côté exactement le problème que je vous décrivais, que je veux éviter en faisant, si possible, davantage de live de lecture. Il y avait un peu le côté, je me suis trop éloigné longtemps des voyages de Gulliver, et du coup un peu le côté de, par appréhension presque, un truc de, ouah, je vais ramer, je vais galérer à me remettre dedans. Au final, je me suis remis dedans bien comme il fallait. J'ai beaucoup apprécié ces deux chapitres. Pour le coup, j'ai trouvé vraiment quali et vraiment intéressant. Même si le chapitre 8, un peu comme la fin de la première partie, on est vraiment sur un sauvetage miraculeux enfin, et une fin expéditive, même s'il est resté 3 ans, si je me rappelle bien, à Brobdingnag. Mais c'est vrai que voilà, la fin, pour le moment des voyages, est vraiment à chaque fois un peu, un peu ubuesque, hein. C'est un peu bizarre, c'est un peu étonnant, c'est voilà. Mais bon, c'est drôle, ça ajoute au côté fun de l'œuvre. Hem, Après, ce qui était drôle quand même, c'est cette petite phrase. Parce que moi, je me suis dit, c'est un peu redondant, c'est un peu trop, le côté, il se fait récupérer par des marins, et puis ils vont lui faire remarquer qu'il a des comportements bizarres. Et ces comportements étaient vraiment très bizarres, entre guillemets, je trouve. Notamment, en limite, avec sa famille, ça me choque encore plus. Vraiment le truc de ma fille a dû se relever parce qu'elle était à genoux et moi je regardais en l'air parce que j'ai l'habitude de regarder en l'air quand je vais parler à quelqu'un. Je suis en mode quoi? C'est très bizarre, je trouve. Euh, ou bien le délire de ma femme est venue m'embrasser et du coup je me suis baissé jusqu'à ses genoux parce que je me suis dit qu'elle arriverait jamais à atteindre ma bouche. Je suis en mode pardon, même si tu as côtoyé des géants, t'as le sens de la vision, donc tu vois les perspectives, tu vois ce qui se passe, quoi. Enfin, c'est bizarre, quoi. Je trouve que ça fait pas grand sens quelque part. Euh, mais du coup, j'ai bien aimé la petite phrase à la fin glissée pour dire, bah, c'était quoi? C'était vraiment tout à la fin. Pour dire, en gros, la force des habitudes, quoi. Voilà, je mentionne ces faits pour faire comprendre quelles forces peuvent avoir l'habitude et les préjugés. Et voilà, c'est tout le passage est un peu, je trouve, absurde, trop et pas logique, etc. Mais cette petite phrase vient ressouligner quelque chose du propos de l'œuvre qui est sympa, je trouve. Ce truc de faut pas s'arrêter. Justement, c'est ça qui est cool avec le côté voyage. C'est si tu voyages avec des clichés, des représentations, etc., de toute façon, le voyage va détruire tes clichés logiquement. Donc c'est très cool ce truc-là de quelque part de quête d'apprentissage, de quête de différence, et de toute façon tu vas être obligé d'apprendre et de voir les différences. Et donc, malgré les vœux de sa femme, nous repartirons en voyage avec Gulliver, puisque la prochaine fois nous partirons, comme je le disais, pour la 3e partie, voyage à Laputa, Balnibarbi, Glubdubdrib, Lugnag et au Japon. Alors ce que je ferai, c'est qu'en amont, je regarderai comment se composent les chapitres et euh, j'essaierai à peu près d'organiser la lecture de cette 3e partie et donc des prochains lives avec une lecture par voyage. Donc une lecture par mini voyage au sein de la 3e partie. Je vais essayer, dans la mesure du possible. On va peut-être essayer de décomposer la 3e partie en le voyage à la puta, le voyage à Balbini Barbie, le voyage à Glubdubribib, c'est vraiment un casse-tête à dire, le voyage à Lugnag et le voyage au Japon. Ça ferait 5 lives pour cette 3e partie. Je pense que ça sera trop. Donc il y aura certainement quelques voyages qui seront regroupés par 2 ou 3. Mais ouais, j'essaierai de faire ça comme ça. Par contre, ça, c'est un truc, c'est tout con, mais j'aime beaucoup. Même si j'aime pas spécialement les sonorités des noms propres
inventé par Jonathan Swift. J'aime beaucoup les noms en eux-mêmes, en cela que c'est vraiment des sonorités originales, je trouve. C'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment pas des sonorités de monde fantastique, je vais dire, ou fantasy, etc. Bref, dont j'ai l'habitude. Donc pour le coup, j'aime bien le fait que vraiment les sonorités sont archi hardcore à prononcer. Et puis juste avec des syllabes, avec des voyelles et des consonnes dont j'ai pas l'habitude, un agencement assez spécial. Il a réussi à créer quand même son monde, ce qui n'est pas évident. Parce que je trouve que dans les mondes de fantasy, etc., ça va très très vite dans le cliché et très très vite dans des sonorités où toutes les sonorités se ressemblent et on est en mode ok, ça c'est typiquement la prononciation elfique, ça c'est typiquement la prononciation de l'héroïne ou du héros hyper classe. Ça, c'est forcément la prononciation des nains, des ceci, des cela, bref. Donc, ouais, je trouve ça vraiment difficile de venir avec son propre alphabet, en quelque sorte, son propre vocabulaire. Et je trouve que Jonathan Swift a vraiment réussi. Bien, bien, bien. D'ailleurs, oui, encore petite. J'allais me mettre fin au live, mais j'ai encore une petite réflexion. Pareil, marrant ce petit passage du capitaine qui dit à qui dit à Gulliver d'écrire des voyages. C'est une belle mise en abîme. C'est une belle mise en abîme. Et Gulliver qui est en mode oh les voyages, c'est vraiment pourri. C'est vraiment la mode d'écrire ça et tout. Euh, et je pense que ça devait vraiment être la mode à l'époque du coup. Je pense que lorsque Jonathan Swift a écrit Les Voyages de Gulliver, il devait vraiment y avoir le genre du voyage comme un genre très populaire et que tout le monde y allait de sa petite invention pour rendre les voyages encore plus extraordinaires, encore plus incroyables et qu'ils soient appréciés, vendus en quelque sorte, populaires. Donc très marrant ce petit passage-là qui se moque alors qu'en même temps il fait la même chose et ainsi de suite. Enfin ouais, c'est drôle. Bien, je vais pas faire plus long, comme la lecture a été assez courte. On se retrouve, je pense, dimanche. Ouais, je pense qu'on se retrouve dès dimanche, certainement dans l'après-midi, pour la suite avec la troisième partie. Si c'est pas ça, ça sera peut-être un live introspectif, ça sera peut-être un live gaming. D'ailleurs, là, bientôt, je pense m'acheter une manette pour jouer à certains jeux vidéo sur ordi. Donc ça pourra débloquer des live gaming. Et puis, c'est vrai aussi qu'en ce moment, j'ai envie de me mettre dans One Piece, le jeu de cartes à fond. Donc peut-être que vous aurez du contenu par rapport à ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Faut pas que je me perde non plus. Encore une fois, j'ai d'autres projets. Donc il faut que, voilà, faut que j'investisse mon temps aux bons endroits au bon moment. Mais voilà. Allez, merci de m'avoir suivi. Merci Marie, merci Algo d'être passé. Merci si vous m'avez suivi en rediffusion sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo, un commentaire et à me suivre sur les réseaux sociaux. À vous abonner à la chaîne, bien sûr, vous le savez. Bref. Et je vous dis à tout vite. Bonne fin de semaine à tous. Et des bisous. Bye bye.